Bon, on se fait ça déjà. Let's De go, fou. le zoomer fou. Ah, je suis sûr que ça va être trop bien la vidéo. Je suis sûr qu'elle va être incroyable. Le but de cette vidéo n'est pas de diaboliser en bloc le corps psychiatrique et ses traitements, mais de mettre en lumière les abus, les défaillances d'un domaine souvent pensé à tort comme étant absolu. N'interrompez pas votre traitement psychotrope sans programme de sevrage approprié, vous pourriez en mourir. Incroyable, très bon. Très bon disclaimer. Alors Slave, j'ai déjà entendu sur les TikTok dire des trucs un peu anti-psy, mais basé. Il prend vraiment toutes les pincettes, toutes alors les que nuances. de ce que j'ai compris, lui, il a pris turbo cher. Donc limite, on va ça voir, pourrait je se pense comprendre. qu'il va en parler. Mais en tout cas, sachez que bon, moi aussi, ceux qui m'ont déjà entendu en live à 3h du matin, vous savez un peu aussi mon avis sur la psychiatrie en général. Et je pense qu'on est assez alignés avec Slave. On va voir ça. C'est sûr, c'est sûr. Bah, je vais voir avec la vidéo. Et pour ceux qui connaissent pas, il a un compte TikTok où il fait des tier list edgy sur plein de sujets, notamment la psychiatrie. Ils font des streams aussi avec son poteau, là, j'ai plus son nom. Et ils sont très très cool et on kiffe de fou. Voilà. Ceux qui connaissent déjà un peu mon contenu. Déjà, juste l'esthétique. L'esthétique est déjà. On s'arrête une minute. Attends, gros, regarde. Donc, manga, programme de sevrage. Hatsune Miku. Genre, vraiment, genre l'alliance, programme de sevrage. La coupe de cheveux. Puis l'Hatsune Miku. Coupe de cheveux beaucoup trop travaillée. C'est incroyable. Moi, je suis trop heureux. L'OST Death Note, c'est vrai. Et moi, les gens, en fait, les gens. Je vois mon adolescence, je vois mon jeune adulte, je me vois moi. Pour moi, c'est un mélange de toi et Wendo. Ouais, un peu. Et de toi et moi, parce que niveau drogue, c'est pire que Wendo et moi. C'est vrai. Ceux qui connaissent déjà un peu mon contenu savent que je parle souvent d'antipsychiatrie. Malheureusement, j'ai jamais eu le temps de vraiment développer mes pensées sur le sujet, alors aujourd'hui, on va en parler plus en détail. Cette vidéo ne vise pas à être un cours exhaustif sur l'antipsychiatrie, ce serait beaucoup trop large pour pouvoir faire ça, mais simplement à vous partager mes pensées et mon expérience sur la psychiatrie et plus généralement sur notre manière de traiter les personnes souffrant de troubles psychiques. Comment ne pas faire confiance à cette personne pour traiter ce sujet-là? Moi, je suis en confiance absolue. C'est-à-dire que tu vois, ça fait partie d'ailleurs des trucs qui peuvent d'ailleurs être critiqués, tu vois, mais le principe de la folie, c'est la blouse. Tu vois, ce que Foucault va expliquer, quoi. C'est que c'est la blouse, le médecin qui a l'air sérieux. Et c'est parce qu'il a l'air sérieux que du coup, bah, ça y est, déjà son pouvoir peut commencer et qu'on va l'écouter, qu'il va pouvoir nous administrer des cachets. Moi, du coup le phénomène inverse, c'est-à-dire ce qui ressemble moi à un psychiatre. Je l'écoute d'autant plus. La psychiatrie, c'est un ensemble de courants de pensée qui considèrent que la psychiatrie est illégitime, voire qu'elle n'est pas un courant de la médecine au même titre que les autres et qu'elle est généralement nuisible. Bon, déjà, en général, lorsque vous tenez ce genre de propos ou même que vous osez critiquer les traitements médicamenteux, vous êtes toujours confronté à deux types de réactions différentes. Soit on vous dit que votre discours est dangereux parce que, je cite, la psychiatrie sauve des vies, soit on vous prend directement pour un fou sur la base que vous ayez une expérience avec la psychiatrie, donc tout ce que vous avez à dire de négatif à son sujet vient probablement de votre aliénation mentale. Voilà, il n'y a aucune raison que des gens pensent ça en voyant ne serait-ce que le pull. En gros, on a tendance à rejeter catégoriquement toute pensée critique de la psychiatrie. Votre expérience est complètement invisibilisée. On a du mal à parler des problèmes de l'industrie psychiatrique. Ça, c'est quelque chose qu'il m'arrive très souvent de constater dans mon propre espace commentaire. Pourtant, je reçois aussi des commentaires de gens qui relatent leurs expériences négatives avec la psychiatrie et parfois, c'est vraiment choquant. Ça veut donc bien dire qu'il y a des mauvais traitements en psychiatrie, que ces expériences existent et qu'elles méritent tout autant d'être partagées que les expériences positives. Je pense que c'est pertinent de parler un peu de ma propre expérience avec la psychiatrie et de ce qui m'a amené à développer ce point de vue anti-psychiatrique. Ça va être nucléaire. J'ai été victime de toutes les formes d'abus possibles dans l'enfance, ce qui m'a amené à commencer à prendre des drogues très jeune, et plus tard j'ai eu plusieurs épisodes psychotiques. Évidemment. Wow. Allez. Bam. Le chat en angoisse. Premier drop. Tout ça m'a amené à voir le monde de la psychiatrie d'assez près et à être hospitalisé plusieurs fois. J'ai donc plusieurs troubles diagnostiqués, dont des TOC, de l'agoraphobie, de l'anxiété sociale, un SSPT, et j'en passe, on parlera plus tard de la légitimité du diagnostic psychiatrique. Je me suis... Oh là, il est trop basé, frère. Bon, vas-y. Aussi vu prescrire tout un panel de médicaments psychotropes, des anxiolytiques, des neuroleptiques, antipsychotiques, antidépresseurs et j'en passe, qu'on m'a parfois SSPT, c'est syndrome post-traumatique, je crois. Ouais. C'est ça? Je pense que c'est ça. Ouais, syndrome stress post-traumatique, ça le S. Inscrit très jeune et bien entendu sans jamais m'expliquer tous leurs effets secondaires. Plus drogué que rase, ça reste à vérifier ça. Branche de la médecine. Ouais, franchement, pour une fois, il y a match.
Je pense que pour mais une moi, fois, je suis prêt à accepter. Je connais plein de gens plus drogués que moi. On en discutera quand il passera au bureau. Voilà, ça. Et bien entendu, sans jamais m'expliquer tous leurs effets secondaires. Parce que dans cette branche de la médecine, le consentement éclairé n'existe pas. De toute façon, vous êtes un aliéné, vous ne comprenez pas. En gros, tout ce que vous devez retenir, c'est que j'ai vu et vécu pas mal de choses en lien avec la psychiatrie. C'est vraiment le petit qui t'a à gare reviendra te chercher un jour, quoi. C'est vraiment... Il a décidé de se venger. Oh, les images, tout est... Toutes les fois où j'ai été hospitalisé, parfois sous contrainte, c'était dans le public, c'est-à-dire pas en clinique. En France, il est possible d'enfermer un mineur sans son consentement sur simple demande des parents. Et pour un adulte, il n'y a besoin de l'avis que de 2 psychiatres pour ordonner une hospitalisation forcée à la demande d'un tiers. Et dans le cas de ce qu'on appelle une situation de péril imminent, un simple certificat suffit, même pas besoin de l'avis de votre famille. Ensuite, votre destin est dans les mains du juge qui n'est consulté qu'après 2 semaines. Et vous vous doutez bien qu'en hôpital psychiatrique public, le temps passe très lentement. Ceux qui sont déjà passés par là partageront très certainement mon expérience, c'est un cauchemar. Manque de place, manque d'empathie de la part du personnel médical, les doses prescrites qui sont faramineuses, on vous attache si on vous juge agressif, on vous force la plupart du temps à vous médicamenter. En gros, on nie votre propre autonomie corporelle en prétextant que vous êtes trop aliéné pour décider par vous-même. En pédopsychiatrie, j'ai déjà vu une infirmière plaquer violemment un patient même pas un peu agressif contre le mur, comme ça, par simple énervement. Et c'était un enfant. Je vous parle pas d'histoires éloignées qui n'arrivent qu'aux États-Unis comme on a pu me le dire dans mes commentaires. Je parle bien de mes propres expériences en France, dans les hôpitaux publics. Rares sont les lieux où il est encore possible d'observer cette déshumanisation totale. C'est uniquement parce qu'on vous a imposé le titre de fou qu'on se permet de vous faire subir ce qu'on n'oserait même pas vous faire en prison. Évidemment, je me sens obligé de le préciser au cas où des futurs infirmiers, psychiatres ou même des personnes qui ont juste déjà travaillé dans le milieu médical tombent sur cette vidéo. Je sais très bien que dans la plupart des cas, vous voulez vous lancer dans cette profession parce que vous avez un vrai désir d'aider les personnes souffrant de pathologies mentales. Je sais que les mesures de... Mais c'est ça que je kiffe, c'est qu'il est toujours nuancé. Ouais, tu vois, il rappelle tout le temps, oui, vous pouvez avoir une expérience positive. C'est pas de ça dont je veux parler, c'est de mon expérience négative. Laissez-moi en parler. Et ça fait du coup que son discours est ultra carré. Mais en vrai, comme à peu près toutes les personnes dans leur vie qui subissent quelque chose et qui essayent de se faire entendre, tu vois, avec genre, ah mais moi ça a été pour moi. Une fois j'ai pris des anxiolytiques pour dormir et ça s'est bien passé. Voilà, ça serait ma réaction. Tu vois? Oui, ça s'est bien passé. Pourquoi il m'a filé un antipsychotique parce que je lui ai dit j'ai un peu de mal à dormir. Il n'y a eu pas de problème? Ah oui, parce que je suis pas con que je vais pas prendre ça. Gros, des tas de gens, t'imagines? Ah ouais, les gens qui savent pas, frère. Les gens prendraient ça, ils finiraient avec des pensées paranoïaques. Mais bizarres, en France, ils aiment trop donner de la drogue sur ordonnance de toute façon. C'est leur plaisir. Les contentions sont soumises à des protocoles précis et sont censés vraiment aider un patient là où il n'y a pas d'autre solution. Mais ne me faites pas croire que les abus n'existent pas. Une infirmière au bout du rouleau qui maltraite un patient pas agressif mais chiant, ça arrive. Et c'est d'autant plus facilité par le contexte hospitalier où les patients sont globalement vulnérables et très peu considérés. D'après un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales de 2017, le nombre de soins sans consentement augmente et les mesures prises pour péril imminent ont plus que doublé entre 2012 et 2015. Genre le chiffre, il a pas de sens. Enfin, tu vois, genre... Et puis, combien d'histoires tu connais de gens qui ont des familles de normies qui les internent de force parce que, vite, tu vois, enfin... Genre, c'est vraiment ça. Juste trop dépression, souvent, homosexualité, voilà, drogue, scarification. Transidentité. Voilà. Et les gens, ça peut aller très vite. Aussi, quoi. Genre... Et après, il y a aussi des cas de gens qui vont dire oui, nous on l'a fait, mais c'était plus gérable. Genre, pareil, on donne pas de leçons sur quoi que ce soit. Oui, bien sûr. Non, mais attendez, il faut quand même faire le bilan de cette pratique. En fait, c'est comme la prison pour mineurs, tu vois. Genre, t'as des gens, ils rentrent dedans, ils finissent encore plus cassés. Et encore. C'est là où ça devrait être. Bah là, en plus, on parle de soins, on parle même pas de réhabilitation, tu vois. Mais là où ça devrait être des espaces pour justement permettre aux gens d'aller mieux, il faut se poser la question politique de pourquoi est-ce qu'ils sortent encore plus cassés, tu vois. Et souvent, ils s'en foutent depuis le départ. Donc, bien fait pour eux. Leur vie ratée. Sauf qu'en fait... C'est très facile de se retrouver pris au piège de la machine psychiatrique, d'être hospitalisé contre son gré ou de devoir se présenter à une structure médico-psychiatrique et se voir médicamenté de force. Imaginez que vous traversez une période difficile, vous avez pété les plombs à cause de la pression, je sais pas, vous êtes drogué en public et vous avez tapé une phase un peu bizarre. Et il suffit de l'évaluation d'un seul médecin qui va s'entretenir avec vous dans un moment où vous êtes déjà stressé, où vous êtes sous pression. En gros, un moment qui veut peut-être rien dire sur qui vous êtes habituellement. Mais ce seul entretien suffit à décider de votre sort et
surtout à vous coller l'étiquette de déséquilibré mental. Et après ça, c'est très difficile d'être écouté par le personnel médical. Et en plus, aujourd'hui, bon, le constat tient encore la preuve, mais c'était pire avant. En fait, c'est ça aussi. C'est que la psychiatrie, elle en a fait des dingueries. Moi, j'ai relu Histoire de la folie presque en entier. Ouais, pareil, assez récemment. Et gros, c'est édifiant, quoi. Et en fait, c'est toujours pareil, en fait, presque. Et ouais, voilà, et tu vois comment ce qui a existé à l'origine a perduré et comment ça a vraiment structuré tout le système psychiatrique et tout l'enfermement et toute la gestion de la folie. Comment on est encore à faire ça comme des gens c'est basé sur un modèle rien, qui est celui de la prison, qui est celui de l'école. La prison, de l'éloignement, de l'isolement, de l'autorité, du médecin. C'est ça. Tout un système qui est pensé de manière structurelle à produire un ordonnement des corps. Il dit, tu vois. C'est-à-dire qu'on cherche à ordonner, à avoir le contrôle sur les corps. On cherche absolument à faire ça, à discipliner. Et oui, Fanon, il en parle aussi d'une manière un peu différente, mais c'est ce qu'il écrit sur la psychiatrie, c'est notamment beau, lui, il en parle sous un angle plus de soigner des gens dans une colonie. Est-ce que ça a du sens? Oui. Et il prouve que en vrai, tant que la colonisation existe, les gens vouloir soigner est presque inefficace, quoi. Et ce qui est intéressant avec Fanon, c'est qu'évidemment, là, pour tout le monde, c'est assez logique de se dire, bah oui, il y a l'esclavage, évidemment que les gens vont mal. Et donc, vu que les gens vont mal, déjà, enlève l'esclavage et peut-être qu'ils auront moins de troubles mentaux. Et ça, tout le monde peut l'imaginer. Mais ce qui est intéressant avec Fanon, justement, c'est de poursuivre la métaphore. Est-ce que c'est pas normal que quand le travail capitaliste te force à trouver un logement, t'aliène, que tu travailles au McDo toute la journée, d'être dépressif à la fin? Quand l'individualisme de notre société, le néolibéralisme nous pousse à être sédentaires, à être enfermés chez nous, à ne pas avoir véritablement de vie sociale ou de loisirs, par manque d'argent ou de temps, ou que les relations humaines qu'on peut se permettre sont toujours chronométrées, etc. Voilà, en fait, ça pousse à ça aussi. C'est que du coup, même pour des choses beaucoup moins graves et terribles que l'esclavage, tu vois, tu peux te poser la question du lien entre... Attends, on essaye de soigner des symptômes qui viennent de la politique. Et c'est le premier truc qui me rend par nature méfiant vis-à-vis de la psychiatrie. Je dirais pas non plus de ces foules anti-psy, parce qu'évidemment qu'il y a des choses qui sont bonnes et tu vois qu'il faudrait peut-être préserver. Mais ce qui me rend méfiant, c'est déjà ça. C'est que c'est dépolitisant, dans le sens où on arrête d'avoir de la réflexion politique et d'essayer de chercher des solutions politiques. Comment faire, par exemple, pour qu'ils arrêtent d'avoir des gens à la rue. Mais oui, effectivement, les gens qui sont à la rue, ils se droguent, ils sont pas bien et ils peuvent devenir les fous du bus, tu vois. Oui, évidemment. Mais sauf qu'en fait, on ne cherche plus de réponse politique. On se dit, il y a un individu problématique, on l'isole, on le camisole, on le sédate et on s'en débarrasse, quoi. C'est vraiment, tu prends la poussière, tu la mets sous le tapis, quoi. Et souvent, ça sert à ça. Et pendant très longtemps, c'était pire. Les électrochocs, par exemple, ne serait-ce que ça. Alors, attention. Ça n'existe pas encore, les électrochocs? Alors, il y en a qui le défendent en disant qu'aujourd'hui, quand c'est bien fait, à la bonne intensité, ça peut avoir des effets bénéfiques. Mais pendant longtemps, c'était utilisé juste à la truelle. Et aujourd'hui, alors, je n'ai aucune idée, j'ai pas les compétences pour savoir à quel point c'est légitime ou non, tu vois. Mais il suffit, il y a un film incroyable de Clint Eastwood avec Angelina Jolie. Comment il s'appelle? Je l'ai pas vu, celui-là. Il est extraordinaire, je vous le conseille, qui parle très bien justement de la psychiatrie. Vous avez le nom? Je suis sûr il y en a qui l'ont. L'échange, c'est ça? L'échange, ouais, ok, d'accord, c'est ça. Je vous le conseille, Changeling. Et en fait, c'est l'histoire d'une mère. Elle est pas du tout folle à la base et elle se fait détruire. Regardez-le, il est incroyable, excellent film. Il parle très bien de. Oui, mais après, c'est le plus grand. Il a les valeurs les plus humanistes des mecs de droite. Si tous les réals de droite étaient comme Clint Eastwood, on serait un peu. Film extraordinaire, je vous le conseille. Tout ce que vous direz sera interprété à travers le prisme de ce qui a été inscrit dans votre dossier ce jour-là. Et si vous passez devant le juge, il vous considérera aussi comme un fou parce que après tout, c'est ce que les médecins ont décidé que vous étiez. Donc, si vous contestez la décision de vous enfermer ou de vous forcer à prendre un traitement médicamenteux très lourd, c'est normal, c'est parce que c'est un symptôme de votre maladie. C'est une boucle infernale composée de démarches administratives sans fin et de persécutions médicales. Pourtant, les erreurs de jugement de la part du corps médical arrivent bel et bien. Toujours d'après un rapport de l'inspection générale des affaires sociales, 44% des internements n'étaient en réalité pas médicalement appropriés. 44. Non mais la moitié. Tu voyais les gens, vous pouvez dire oui, il y a des effets positifs, mais là c'est 44%, les gens, la moitié, c'est pas possible. Genre tu sais, tu peux dire mais il y a des erreurs des fois, on peut pas tout bien faire, frère. 44%. C'est que c'est organisé, c'est structurel. Oui, c'est comme si on vous amputait d'une jambe. Tu sais, dans 44% des cas, en fait, on aurait peut-être pas dû vous l'amputer. Tu
Je pense que vous réfléchirez différemment à l'hôpital quand vous irez après. En mode j'ai mal aux pieds. Tu vois ? Le diagnostic psychiatrique, c'est aussi un outil pour pointer du doigt des éléments qu'on juge perturbateurs ou pas assez productifs pour la société. Ah, bah voilà le diag. Chaque image me rend Tout est heureux. parfait. La question du diagnostic psychiatrique, c'était une des premières réflexions animant le questionnement des antipsychiatriques. Comment les aliénistes peuvent-ils pointer du doigt tel ou tel trouble psychique chez un patient alors qu'il n'existe aucun biomarqueur permettant de constater avec certitude la maladie? C'est précisément pour essayer de répondre à ce problème majeur que les psychiatres du 19e siècle ont pendant longtemps consacré leur recherche à disséquer des cerveaux en essayant d'y trouver des lésions anatomiques observables qui pourraient expliquer les troubles psychiques. Ah, ça serait pratique, hein. Si seulement c'était aussi simple. Ah ouais, hein. Si on pouvait identifier un dépressif. Après, à part s'il est blanc et qu'il fait du rap. Là, ça, Après, ça va. Là, ça pour moi, ça c'est une donnée C'est la empirique. DA des blancs dans le rap d'être en dépression. Arrête de tout niquer le business. Moi, j'aime bien le rap de blanc dépressif. Mais moi aussi, je faisais une blague. Oh, S'efforçait de trouver des caractéristiques biologiques mesurables à l'origine de symptômes précis et réguliers, Ah, sans bâtard. doute aussi pour gagner en Alpaca. crédibilité auprès de leurs collègues, et donc diriger la psychiatrie au rang de spécialité de la médecine à part entière. Parce que oui, la psychiatrie est bien la seule branche de la médecine où on est parfaitement incapable de pointer du doigt un quelconque problème physiologique précis, ou même d'ailleurs d'établir des symptômes spécifiques qui se manifesteraient de la même manière pour tout le monde. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, les psychiatres n'ont jamais réussi à découvrir quoi que ce soit de définitivement probant. Aujourd'hui encore, le diagnostic psychiatrique s'établit sur seule observation du patient. Comment est-ce qu'il se sent? Est-ce qu'il parle clairement? Est-ce que sa pensée a l'air claire ou désorganisée? Etc. C'est le résultat d'un... Danny Corp, tout ce qu'il explique, moi. Ouais. On va peut-être te faire interner à un moment, toi. Bah, j'aurais pu, frère. Moi, je suis Bah, pas toi, passé bah, loin. oui, à un oui, mais moment. moi aussi, hein. Moi, je suis pas passé. Mais moi, j'étais trop malin avec les psys directs. Et en fait, j'ai fait comme lui. J'ai fait la strat d'en savoir un max. Et ça, souvent, ça fait que les psys, ils te mettent quand même dans une case de bon, lui, c'est un petit malin. Ils te mettent dans la case petit Après, malin. des fois, ça fait que ça se méfie. Non, mais après, t'apprends à doser. Avec de voir des psys, j'ai appris à doser. Ouais, c'est ça. À faire parfois le gars un peu bête. Mais après, c'est parce que tu comprends aussi que c'est des putains de... Les psychiatres, gros. Il faut leur faire croire que l'idée vient d'eux. Oui, bah, comme les profs, pareil. Comme les profs. Ouais. Et Donc, ça va. les addictologues, les petits malins sur la drogue, ils te mettent encore plus cher. Moi, justement, les addictologues, ça marche pas de montrer que tu t'y connais trop. Parce que sinon, ils sont en mode, oh, c'est Ouais, tir de drogué, quoi. Oui, Ils sont en tu mode, leur demandes lui, molécule, ils te c'est donnent bon. l'inverse exprès. Oui, c'est ça. C'est leur plaisir toxique, ça. Après, le problème, c'est que dans cette situation, c'est que si, comme moi, t'as le perk rhétorique dans Skyrim qui est assez élevé, tu peux t'en sortir. Mais du coup, dès que t'as des troubles de communication ou que t'as du mal à t'exprimer ou à parler de ce que tu ressens, tu te fais baiser. Moi, les moments où les psys ont été les plus violents avec moi, c'est quand j'étais jeune et que je n'osais pas parler. Tu vois, genre, j'arrivais dans les trucs et je parlais pas pendant 1 heure. J'étais juste en mode mépris et je me faisais démonter la gueule pendant 1 heure par les psys. Mais faut faire la strat Will Hunting. Moi, je leur parlais de ce qu'il y avait dans leur bureau, de livres, de BD. Voilà. Mais non, mais Je faisais après, l'intello. Et du je suis coup, devenu malin à partir de mes 19 ans. C'est ça, faut leur mais faire avant, j'étais une merde. avec les psys, faut faire un rendez-vous sapio. Et du coup, ils disent, oh, mais il est intelligent quand même, ça va. Et après, ils sont gentils avec toi. Un dialogue entre le médecin et son patient. Cette approche ne se base sur aucun fonctionnement scientifique et pose déjà plusieurs problèmes. Un patient qui s'exprime mal se fera moins bien comprendre par le psychiatre, qui peut facilement confondre son manque. Après ça, tu sais qu'une fois j'avais eu, c'était à Toulouse, un psy, où comme j'avais voulu un peu lui aller un peu être gentil avec lui, il m'a parlé que de sa thèse et que de son bouquin. Pendant 1 heure, je l'ai écouté, le psy, me raconter ses problèmes, et il m'a dit, ça fera 60 €. Alors ça, voilà. Tu payes pour soigner un gars. Non mais ça va. Tu te fous de ma gueule. Ah putain, donc C'est des fois horrible, aussi à trop sapioiser avec eux. Hein. Ah ouais. Et j'étais là, donne-moi juste un truc, frérot. Ah, j'ai jamais tombé sur un psy minimaliste. Moi, tous mes psys, c'était des fous du bus qui avaient leur bureau rempli de trucs bizarres et tout. Mais tant mieux, moi, je peux Après, les psys de CMP et tout, frère, c'est pas Non, mais la même voilà. ambiance. Ouais, Parce que leur bureau pue la merde. Leur bureau, c'est un truc prêté par l'État. Ils sont pas contents d'être là. Ils pensent qu'au moment où ils vont aller faire 2 fois le prix, là, tu vois. Dans leur vrai bureau à eux où ils se sentent bien. Du coup, ils sont pas contents, tu vois jamais les mêmes. Moi, c'est ça qui m'a dégoûté dans les CMP. Tu vois jamais la même putain de personne. Du coup, tu dois tout réexpliquer. Des trucs que t'as pas. T'as un rendez-vous tous les 3 mois, donc t'as changé d'humeur entre les deux rendez-vous. Enfin, c'est un enfer. Manque d'éloquence avec le discours décousu d'un schizophrène. Je vous laisse en Non, mais là, je description vois des gens qui sont en train de dire, moi, la psychanalyse m'a aidé et tout. Les gens, il n'y a pas de recette. Ça veut dire déjà, si psychanalyse et psychiatrie, c'est pas pareil. Que vous ayez trouvé un psychologue, un psychanalyste, un psychiatre, quelqu'un qui vous aide et vous, ça vous fait du bien, faites-le, on s'en bat les couilles. C'est pas la question de vous, parce que
y a un discours critique sur le système médical ou quoi, que ça veut dire que ça marche jamais, genre. Attends, Non, je précise les mots pour ceux qui les ont pas, parce que je vois dans le chat. CMP, c'est centre médico-psychiatrique. En général, c'est quand t'es pauvre et que t'as pas d'argent, tu vas au CMP parce que tu peux pas te payer vraiment un traitement de psy. Ou que la police t'oblige à y aller. Et ou tes parents. Moi, c'est les parents, ça va. Et sinon, la différence la psychiatrie, c'est que souvent, ça va être un médecin. Donc, c'est quelqu'un qui a fait des études de médecine. Et très souvent, tu vas pas spécialement pour parler de ta vie. Tu vas pour qu'on te donne un traitement médicamenteux, en général. Et ils peuvent avoir la main plus ou moins légère, on va dire ça comme ça. Et vous filer des trucs plus ou moins bons pour vous. Donc après, vous pouvez avoir un bon psychiatre. Ça arrive, plein de gens, grâce à certaines molécules, ont pu sortir de leur situation. Et un psychanalyste et un psychologue, d'ailleurs, c'est pas forcément la même chose, mais en général, ce que vous allez chercher avec eux, c'est une psychothérapie, c'est-à-dire de l'écoute. Quelqu'un qui va vous conseiller, qui va machin, avec qui vous allez discuter de vos problèmes. En général, ça, c'est pour les petits bourges qui peuvent parler de leurs problèmes avec leurs parents, pendant que leurs parents vont aussi chez le même psy pour dire qu'ils ont des problèmes avec leurs enfants. C'est très bizarre, mais bon. C'est très bizarre, mais ça fonctionne comme ça. Parce que là, 90 €. Ah, mais il est super, mon psy. C'est 90 € de l'heure. Je le vois 2 fois par semaine. Bon. Et là, il faut les moyens, quoi. Le problème, quand t'as pas l'argent, c'est que, du coup, déjà, t'es malheureux de pas avoir l'argent. Ce qui te rend malheureux, ce qui te donne à avoir besoin d'un psy. Et en plus, il te prend encore tout ton pognon, donc c'est difficile, quoi. Bien s'exprimer ou mal s'exprimer, c'est aussi souvent lié à votre milieu social. En gros, si vous êtes pauvre, vous avez plus de chances de vous faire injustement diagnostiquer schizophrène. Et globalement, d'être moins bien pris en charge. D'ailleurs, la notion de classe est fortement liée aux problématiques de santé mentale. Mais quoi qu'il en soit, la vie médicale du psychiatre est toujours influencée par des critères extérieurs. Il n'y peut rien, l'absence de méthode scientifique propre à l'entretien psychiatrique en lui-même rend toute objectivité impossible. Déjà, la distribution du pouvoir dans la relation psychiatre-patient est inégale. C'est toujours le psychiatre qui aura le dernier mot, c'est lui votre juge. Mais incroyable, hein. Moi, il y a tout ce que j'aime en plus. Bref, non mais vas-y, je vais rien dire. Plus, le psychiatre pourquoi tu t'énerves? Parce que je suis trop heureux. On dirait Ilyes. Oh, c'est trop bien. Vas-y, bref, je vais pas en parler. Non, c'est trop bien, je suis fan. Voilà, j'ai le droit de le dire, je suis fan. Bah oui. Oui, je suis fan de la vidéo, je suis fan de l'esthétique. Toujours le psychiatre qui aura le dernier mot, c'est lui votre juge. Mais en plus, le psychiatre est soumis à toutes sortes de biais qui parasitent son observation et dirigent son opinion. Par exemple, chez les femmes, le trouble de la personnalité borderline est très largement surdiagnostiqué, alors que c'est un diagnostic particulièrement pesant pour le patient et qui nécessite souvent un traitement lourd. Une erreur de diagnostic a le pouvoir de baiser votre vie pendant de longues années. Mais pourtant, un diagnostic irréfutable en psychiatrie, ça n'existe pas. Ça relève du pur fantasme. C'est vrai que quand tu considères ça, à quel point on peut pas voir le truc précisément et à quel point on donne des traitements hyper violents, c'est là que tu te dis, faudrait pas être un peu plus prudent, peut-être. Tu vois, c'est pas forcément supprimer la chose, mais être plus prudent. Rien ne dit que le patient saura exprimer correctement ce qu'il ressent de façon à être parfaitement compris par le psychiatre. Le patient exprime des... borderline, alors les gens, c'est hyper complexe, mais disons qu'en général, si t'as un petit syndrome de l'abandon, on va dire que t'es borderline. Et alors c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis surtout, il y a le truc aussi de notamment la psychiatrie. Parce que moi, par exemple, je me rappelle que quand j'étais gosse, le discours c'était « Ah, psychanalyste, psychologue, c'est pas mal. » Mais les psychiatres, au moins, c'est des médecins. Tu vois, il y a cette image un peu de... qu'on m'a toujours dit qu'il y avait... La psychiatrie, c'était à part. Et c'était un truc quand même beaucoup plus carré, soi-disant, beaucoup plus scientifique. Et c'est ça qui dit le truc du côté de la non-remise en question de tout diagnostic psychiatrique, alors que ça devrait être le cas, quoi. Genre, et questionner les diagnostics veut pas dire que, comme je vois dans le chat, vous dites que tous les psychiatres sont des mauvaises personnes. Non, pas du tout. C'est pas ce qu'on dit. On dit qu'il faut se poser des questions. Non, en fait, surtout, il faut que vous appreniez une chose qui est utile dans la vie. D'ailleurs, ça vaut pour la médecine, mais particulièrement pour la psychiatrie, je pense. C'est sans vriller anti-vax bizarre. Ah oui, non, parce que ça y est. C'est de vous méfier de l'autorité du médecin. Quand je dis ça, ça veut pas dire du coup, ça y est, je vais prendre des jus. Je vais prendre des jus pour me soigner du cancer. Je vais me soigner avec l'homéopathie. Doser un peu. Mais ce que ça veut dire, c'est essayer, par exemple, de consulter plusieurs avis. Quand vous allez, par exemple, quand vous sortez de votre garagiste, je vais vous mettre une douille. Vous vous dites, très bonne métaphore. Je vais peut-être aller regarder un autre garagiste parce qu'il m'a quand même dit, là, faut tout changer là, alors que j'avais un problème de clignotant à la base. Donc, vous allez voir peut-être un autre garagiste qui va vous dire, c'est rien là, c'est rien, pour moi, le gars, ouais, c'est pour moi.
On n'a rien compris, monsieur. Bah, c'est un garagiste classique. Donne-moi 20 balles, c'est bon. Là, c'est bon. Donne-moi 20 €, ça va le faire. T'as une Garo? Allez. Une petite cigarette. Voilà, et là, vous voyez, vous dites. Du coup, ça me fait rire. Et là, vous voyez, bon, vous vous dites, bon, en vrai, le premier, il a voulu me baiser. Et vous pouvez faire ça avec un garagiste. Pourtant, vous y connaissez rien en mécanique de voiture. Mais vous vous dites, attendez, je suis arrivé avec un petit problème et il m'a donné un truc un peu trop énervé. Mais je pense que vous devez avoir la même chose avec ça. C'est-à-dire que moi, là, typiquement, moi, j'ai littéralement appelé un psychiatre il y a 3-4 jours en disant, je peux dormir. Qu'est-ce que j'ai fait après, les gens? J'ai écouté son avis, il m'a filé un truc, j'ai regardé sur internet toutes les méta-études, mais après moi je suis un taré. Et après j'ai appelé surtout mon expert, j'ai appelé Raz, et je lui ai dit Raz, je viens de voir le psychiatre qui m'a dit ça, j'ai lu ça sur internet. Maintenant, j'ai besoin d'un avis. Que penses-tu de cette molécule? Et Raz m'a dit, ouais, ça va bien, tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, c'est parfait. Voilà. Donc, si vous avez la possibilité dans votre entourage de consulter des experts en drogue, un médecin, Internet et un drogué. Et normalement, vous pouvez recouper les informations. Et là, j'ai fait un faisceau d'indices. Vous voyez. Et après, bien sûr, l'expérimentation avec des petites doses. Là, par exemple, hier, je ne l'ai pas pris. Enfin, moi, en fait, c'est aussi apprendre à être malin et pas forcément suivre totalement ce qu'on dit et en étant prudent. Ça demande une bonne connaissance de soi, ça demande de faire des recherches, ça demande de se renseigner un peu. Ça ne veut pas dire que vous ne croyez pas plus malin qu'un médecin qui a fait des années d'études. Attention, c'est vraiment pas ce que je dis. Mais croyez pas qu'il va vous dire que des trucs vrais. Et ne vous dites pas aussi que le médecin vous a full cerné. Justement, d'ailleurs, toute la difficulté, même avec un psychologue, c'est de trouver quelqu'un avec qui tu te sens bien, avec qui tu sens que tu avances, tu progresses. Bon, bah, pareil, si demain vous devez vous trouver un coach dans un sport, si votre coach ne vous revient pas, vous allez vite le quitter. Et c'est plus difficile à faire avec un cas qui a l'autorité du médecin. Et d'ailleurs, c'est ça dont on parle et dont on critique là avec cette vidéo, mais même nous en général, c'est que c'est aussi ça qui doit être un peu remis en question, cette espèce d'autorité suprême. Mais après, il y a une autorité quand même. Mais c'est comme les profs, ou tu vois, ou les flics, ou voilà, au bout d'un moment, ou le gouvernement. Il y a des flics, t'as dit, il y en a des biens. Le gouvernement. Vous vous dites pas forcément Darmanin a raison dans tous les cas. Vous vous méfiez un petit peu. Après, bon. Bah voilà, essayez d'avoir de l'esprit critique. Et pour avoir de l'esprit critique, n'ayez pas en étant bête, en vous disant du coup j'y crois plus, ça y est, je vais prendre de l'homéopathie. Tombez pas non plus dans des scams. Oui, bah c'est juste prendre du recul. Et rien que ça va vous aider. Et notamment quand on parle de diagnostic, parce que, et ça c'est des trucs que j'ai déjà dit sur ma chaîne perso, mais là vous pouvez parfois le confondre avec votre identité. Typiquement, je faisais la blague tout à l'heure, mais des gens qui ont des problèmes, qui ont des daddy issues par exemple, qui se sont fait abandonner quand ils sont jeunes, qui ont des difficultés dans leur relation amoureuse, quand on leur dit bah t'es borderline, quand un psy dit ça avec son autorité, tu vois, ils disent je suis borderline, ça devient leur personnalité. Déjà, est-ce qu'ils le sont vraiment? En plus, il y a borderline et borderline. Il y a des gens, tu vois, donc ça va vraiment être un trouble qui handicape leur vie. D'autres gens, ils ont des caractéristiques borderline, tu vois, mais ils vont s'enfermer dans le truc, se dire qu'ils sont foutus. Et typiquement, comme ils se disent qu'ils sont foutus, bah ils vont être dans une espèce d'épée de Damoclès et tu sais, dans une prophétie autoréalisatrice. Et à chacune de leurs relations, ils vont essayer de s'auto-saboter. Et au bout d'un moment, tu te confonds avec ton diagnostic. Et c'est pareil avec les dépressifs, c'est pareil avec les introvertis. Ah, je peux pas sortir de chez moi parce qu'en fait, je suis introverti, il faut que vous m'acceptiez comme ça. En fait, c'est suffocant de penser comme ça. Au final, le diagnostic psychiatrique se base sur un système de catégories composé de critères. Puisque les aliénistes n'ont pas réussi à trouver des lésions anatomiques concrètes sur lesquelles baser leur diagnostic, ils ont inventé leur propre système de classification. Et si les critères de ce système sont trop larges ou trop restreints, le risque d'erreur de diagnostic augmente. Pourtant, c'est encore toute la base de la psychiatrie. Rappelle que dans le DSM-5, les homosexuels et les trans, c'était de la maladie mentale. Alors, pas dans le 5, mais avant, oui. Ouais, je dis le DSM, quoi. Oui, avant, oui, par contre, ouais. Bah oui, les gens. L'homosexuel. En fait, rien que ça fait. Je pense que quand t'es LGBT, t'es forcément méfiant de la psychiatrie. Ouais, je pense, ouais. Parce que tu te rappelles qu'à un moment, on te soignait avec des électrochocs. Alors, moi, je connais un psychiatre homosexuel, Dani. Et donc, compte son camp. Il y a encore des thérapies de conversion. Bon, je vais dire une banalité, mais les concepts de normal et d'anormal sont parfaitement subjectifs. Mais pour autant, c'est bien la sensation qu'un comportement est anormal qui nous conduit à le définir comme pathologique, avant même de penser aux notions de bien-être et de qualité de vie du patient. C'est d'abord parce qu'on constate qu'un comportement est déviant qu'on se met à inventer des critères de diagnostic et à les inscrire dans le DSM. En France, l'homosexualité a bien été considérée comme une pathologie psychiatrique jusqu'en 1992. Il ne faut jamais oublier que la psychiatrie a très souvent servi d'outil de répression politique. Un très bon exemple, c'est le cas de la schizophrénie torpide, une maladie créée de toutes pièces en collaboration avec le KGB et utilisée en Union soviétique pour réprimer et enfermer les opposants au régime. Des exemples comme ça, il y en a plein et c'est tout à fait compréhensible. Désigner ses opposants comme fous, c'est l'outil parfait pour faire en sorte que personne ne les écoute. Et surtout pour punir, enfermer et faire taire en faisant mine de les soigner. Alors évidemment, je dis pas que toutes les maladies... Incroyable,
avec Paper Please. Hein. Mentales sont inventées de toutes pièces. Personnellement, je suis handicapé tous les jours de ma vie parce que mes tocs me font perdre un temps fou ou tout simplement parce que j'arrive pas à sortir de chez moi. Le fait qu'il s'identifie à ce personnage m'étonne pas du tout. Je pense qu'il est bon de toujours rester un peu critique sur la question du diagnostic en psychiatrie. Et surtout, de ne pas oublier que ce qu'on désigne tout naturellement comme un comportement déviant est largement influencé par le contexte social dans lequel nous évoluons. Chaque image est pixel. Hein. Bah oui, moi je suis passionné. C'est là que tu vois, tu comprends pourquoi les fous du bus, et on se met dedans, aiment les mangas. Hein. Ah ouais, de fou. Ça que... permet de penser, quoi. Bah oui, en fait, souvent c'est ça. Et dans l'art en général, c'est pour ça que très souvent, quand tu veux parler de la folie, ce qu'on discutait avec Paco, t'es obligé d'aller vers l'artistique. Le politique suffit plus. Parce que là, on rentre dans le domaine de l'ambigu. Là, on rentre dans les méandres de l'âme humaine, du corps. De quoi? On rentre dans les méandres de l'âme humaine. Oh, le fils de Attends, pute. je me mets comme Paco, mais je vais parler comme lui, là. Marie-Madeleine, Jésus. T'as juste dit des mots-clés. Par exemple, on dit « je suis bipolaire » ou bien « je suis dépressif ». C'est bien quelque chose de propre à la psychiatrie. On ne dirait pas qu'on ait le rhume ou le cancer, mais c'est vrai. On a juste un rhume ou un cancer. Mais on envisage la maladie mentale comme quelque chose de fixe, d'intérieur à l'être. C'est du moins le discours qu'on tient quand on vous impose un diagnostic. Pourtant, ce qu'on va considérer comme un trouble psychiatrique, c'est parfois rien d'autre qu'une réaction à son environnement. Avant, on diagnostiquait assez facilement une dépression dès qu'un patient osait dire à son psychiatre qu'il se sent triste depuis plus de 2 semaines. Mais maintenant, dans le monde médical, on parle de plus en plus de ce qu'on appelle le shit life syndrome, syndrome de la vie de merde. Une nouvelle à l'image. Ouais, c'est un mépris de classe l'image un peu. Gros, c'est là que je vois vraiment. Ouais, on a le même cerveau, gros. Il y a l'intégralité de ma vie, frère. Oui, pareil. Le Buffalo Grill, le pavillon de merde, le Labrador, le camping. Le truc Disney dans la voiture. Wow, frère, ça me met en pitié, se dit gros. Je te jure que j'ai. La Renault, le Buffalo Grill. Moi, on n'avait pas une Renault. Le CDI, frère. Fiat Tempra. Le film de merde, le Star Wars de merde. Ah ouais, frère, oh, j'adore. Syndrome de la vie de merde. Une nouvelle expression qu'ont trouvé des médecins au Royaume-Uni pour décrire l'état de certains de leurs patients. Cette idée que c'est plutôt des circonstances de vie merdiques qui nous rendraient dépressifs implique que cette maladie est purement contextuelle. Faudrait juste essayer d'améliorer sa qualité de vie et la maladie disparaîtrait d'elle-même. Pourtant, on prescrit encore quasi systématiquement des antidépresseurs à un patient dès qu'il se présente à son médecin en décrivant des angoisses, une perte de motivation ou une tristesse. Parfois, ils sont prescrits avant même de réussir à établir un quelconque diagnostic précis. Oui, voilà, la vérité, c'est que la plupart des psychiatres ne savent pas faire grand-chose de plus que d'imprimer des polycopiés ou prescrire des molécules en suivant une sorte d'arbre de décision sommaire. Oh le bâtard, il est trop chaud. Tout est vrai. À 10 ans d'études pour ça. C'est presque au hasard. Alors on a fait des études. Vous êtes en train d'infantiliser les psychiatres. Ah, les 10 ans d'études, ils sont là pour vous rassurer dans le fait que vous allez pouvoir être autoritaire, comme les profs. Ouais. Hein. Ah ouais. Allez hop. Mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on continue systématiquement de prescrire des médicaments psychotropes alors que la sphère médicale elle-même s'intéresse de plus en plus à cette démarche contextuelle pour traiter les maladies psychiatriques? Si votre psychiatre vous a déjà prescrit n'importe quel médicament, à part si vous avez eu la chance de tomber sur un aliéniste un peu plus empathique que ses collègues, vous vous souvenez peut-être qu'il n'a même pas daigné vous expliquer un peu comment ces molécules allaient agir sur la chimie de votre propre cerveau, ni même vous mettre en garde sur les potentiels effets secondaires que vous risquez d'expérimenter. Alors oui, peut-être qu'il vous a vite fait dit... C'est que moi il m'a donné le truc sans rien m'expliquer. Bah bien sûr. C'est ça la folie en fait. Bah oui. Déjà il m'a fait du tertian sans m'expliquer. Bah non, t'inquiète, c'est bien, tu dors et c'est pas addictif, c'est pas dangereux, contrairement au Xanax. Au revoir. Quelle dinguerie. On a passé les 7 minutes de consultation. Au revoir. Wow. La seule chose qu'il a mis, c'est attention à ce que vous mangez parce que c'est, comme on dit, l'inverse de l'anorexie là. Donc en gros, ça peut donner faim, donc ça fait gros. C'est le seul truc qu'il a mis. Attention, frère. Le seul truc qui inquiète les Après, gens. tu lis le truc d'effets secondaires, il y a écrit vous allez gonfler de partout. Attention, vous pouvez entendre des voix. Genre, si vous prenez des trop grosses doses, attention, votre cœur peut s'arrêter. J'ai eu du Xanax parce que j'étais trop émotif. Non, mais ça, c'est réel. Les gens. C'est pas, c'est anxiogène, je sais pas quoi, je crois que c'est un truc comme ça le terme. Anxiogène, ouais, je crois que c'est ça. Que vous risquiez d'avoir la bouche un peu sèche, un peu mal à la tête ou quelques vertiges, mais que ça devrait s'arrêter très vite dès que vous vous habituerez au traitement. Par contre, étonnamment,
Il ne vous a sans doute pas dit que vos antidépresseurs vous feront probablement perdre toute libido, voire même vous rendre impuissant, et ce pendant toute la durée du traitement. Et j'imagine qu'il ne vous a pas non plus parlé du risque, pourtant non négligeable, de PSSD. Et oui, aussi terrifiant que cela puisse paraître, c'est une vraie possibilité avec les antidépresseurs ISRS. En gros, le type d'antidépresseur le plus largement et le plus facilement prescrit. En gros, vous risquez de développer toutes sortes de dysfonctionnements sexuels persistants bien après l'arrêt du traitement et qui peuvent devenir chroniques et surtout irréversibles. Impuissance, troubles érectiles... Tu veux plus déprimer? Bah tu vas arrêter de bander. Et encore, on parle que d'un effet secondaire avec un seul type de médicament. En fait, ils jouent juste avec la chimie de votre cerveau, alors que eux-mêmes comprennent à peine la complexité des interactions entre les molécules qu'ils nous prescrivent et tout le système endocrinien du cerveau. D'ailleurs, votre aliéniste se gardera bien aussi de vous prévenir du sevrage des antidépresseurs. Pourtant, il vous force presque à vous engager dans une relation longue. Encore une fois, quand vous êtes un aliéné, la notion de consentement éclairé n'existe pas. En général, on prescrit des antidépresseurs sur des périodes d'1 ou 2 ans, parfois plus, parfois toute une vie. On m'a donné 200 mg de sertraline à prendre chaque jour, sans... Ah ouais, il suffit de regarder les autres streamers Twitch pour comprendre que c'est de la merde. Hein. Regardez un peu. Dany et Raz se sont globalement automédicamentés comme des teubés. Les autres streamers ont pris du Xanax beaucoup trop longtemps. Qui est plus fun et qui paraît plus raisonnable et sain d'esprit. Voilà, c'est l'analyse que je vous propose. J'ai pas le droit de dire qu'on est des gourous, donc je vais dire ça. Après, je sais pas, frère, mais oui. Oh, moi, je sais. Jamais me prévenir que si j'avais le malheur... Je trouve ça dangereux comme vidéo. Mais on rigole, on rigole, on rigole. De prendre mes médicaments ou de faire renouveler mon ordonnance, je serais pris de vertiges horribles en plein milieu de ma journée, que je vomirais mes tripes dans la rue, et surtout, on m'a jamais parlé du phénomène pourtant très courant des brain zaps. Les brain zaps, en gros, c'est juste une sorte de décharge électrique qui vous foudroie directement à l'intérieur de votre cerveau. C'est extrêmement perturbant, ça vous empêche de parler, et ça arrive quasiment toutes les 30 secondes, en boucle. Mais bon, rien de très grave. Il me suffisait... Ah, j'adore. Mais bon, ouais, au calme. De rattraper la prise de médicaments que j'ai manqué et ça allait mieux. Le vrai enfer a commencé quand mon agoraphobie et mon anxiété sociale m'ont complètement empêché de sortir de chez moi et donc d'honorer mes rendez-vous. Je sais, c'est de ma faute, je prends mes responsabilités. Là ça va, c'est nous qu'on n'a pas honoré le rendez-vous, ça va, tu vois. C'est parfaitement déconseillé d'arrêter d'un coup un traitement aux ISRS, en plus je le savais. Je pensais que j'allais vomir un peu, avoir des vertiges comme quand j'oubliais de prendre mon médicament. Jamais j'aurais pu imaginer que les vertiges constants et les coups de jus dans mon cerveau dureraient plus de 6 mois. 6 mois à avoir des décharges électriques dans mon cerveau toutes les 30 secondes. Impossible d'essayer d'avoir une conversation normale avec quelqu'un. L'enfer. Le sevrage de l'enfer. Vraiment, c'est... Alors, tu vois, je crois qu'il te bat la bagarre des molécules. Alors, attends. Regardez son odeur. C'est pas la même chose de galérer à arrêter un médicament et la quantité de drogue ingérée. Si vous voulez mon avis, c'est presque de la torture psychologique. Le pire reste quand même les antipsychotiques et surtout en milieu hospitalier. Déjà, dans le cadre d'un hôpital ou aux urgences psychiatriques, il faut savoir qu'on a le droit de prescrire des dosages bien plus élevés que ce qu'on a l'habitude de faire en simple consultation psychiatrique. Et là, c'est encore pire, on vous explique rien du tout. On vous tend juste une petite pilule bleue dans un petit gobelet en plastique et vous êtes sommé d'avaler le contenu du gobelet sous surveillance de l'infirmière. Matrix le bordel, hein. Inspiré de ça d'ailleurs. D'après mon expérience, je pense que la camisole chimique est indéniablement bien plus cruelle que les dispositifs de contention physique. La contention physique est violente, quoiqu'elle peut parfois être apaisante, mais sous antipsychotique, je n'arrivais même plus à fermer la bouche. La camisole chimique est une atteinte au plus profond de votre être. On vous rend bête, incapable de réfléchir ou de former n'importe quelle pensée complexe. Ah, c'est l'enfer. Horrible les gens, genre vous imaginez, c'est dépossède de tout ce que vous êtes. Je me souviens d'une anecdote Et en plus, contrairement aux comics, il n'y a pas de super pouvoir au bout, quoi. Oui, c'est ça. Parce que moi, dans les comics, tu les vois souffrir le martyr, mais après ils deviennent, genre ils sont adamantium, quoi. Alors que nous, bah non, c'est juste une merde. Tu deviens le fou du bus. Avec 4 dents en moins là. Particulièrement parlante à l'époque où j'étais encore hospitalisé en pédopsychiatrie. J'étais énervé, les journées en HP sont particulièrement vides et chiantes. Qu'est-ce que je pouvais faire dans ce contexte où je suis enfermé toute la journée, infantilisé et déshumanisé, et où la distribution de pouvoir est de toute façon inégale. En hôpital psychiatrique, l'aliéné n'a plus de droits humains. On se fait réveiller à une heure précise tous les matins, on doit se doucher à une heure précise sous la surveillance d'infirmiers, il y a des plages horaires où vous devez rester dans votre chambre, occupé à rien faire, et d'autres où vous avez le droit
droit de lire un peu ou d'aller dans la salle commune. Tout votre quotidien est soudainement régi par des lois tout à fait arbitraires parce que vous avez été jugé aliéné. Ce jour-là, je pensais qu'on allait me donner ma date de sortie, mais ça ne s'est pas fait. Donc, je pète un plomb, je crie et je jette quelques coups sur le sol et dans les meubles. Je crois qu'après avoir passé plusieurs semaines ici, sans pouvoir sortir une seule fois ou même pouvoir ouvrir la fenêtre de ma chambre, que c'est une réaction tout à fait normale. Bah oui, exactement. Il n'y a rien de plus normal. Je crois même que tu peux péter les plombs largement avant ça. Ah oui. Et c'est comme ça qu'on veut soigner les gens, en les mettant en prison. En les rendant malheureux, frère. Vous vous rendez compte? Ah bah vous êtes toujours malheureux, bah on va mettre plus de traitements. Oui, mais je suis malheureux parce que je suis enfermé dans une pièce avec rien à faire toute la journée. Plus. Médicaments. Arrête, tais-toi. Plus de médicaments. Arrête de remettre en question l'autorité. Genre c'est... Allô? Le monde a ses limites, une sorte de point de rupture. Mais en tant qu'aliéné, je n'ai eu le droit à aucun dialogue, aucune empathie. On m'assène mécaniquement une dose d'antipsychotique pour me calmer. Ma colère était une réaction normale et j'aurais dû avoir le droit de la traverser comme n'importe qui d'autre. Mais on ne m'y a pas autorisé. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir plutôt prescrire des antipsychotiques en faible dose à des patients simplement anxieux parce qu'ils sont beaucoup moins addictifs que les benzodiazépines. Littéralement. C'est il y a 2 jours ce qu'on va prescrire. Pourtant, les effets secondaires des antipsychotiques sont particulièrement plus violents et courants que ceux des anxios et des antidépresseurs. Vous pouvez avoir des choses vraiment marrantes comme l'acathysie, c'est-à-dire une impossibilité totale de rester en place tout en ressentant un inconfort extrême dans tout son corps. Ou vous pouvez vous retrouver... Ça, l'acathysie, c'est le pire syndrome, je savais pas que ça s'appelait comme ça, c'est le pire syndrome du manque d'héroïne, ça. Ah ouais? Ouais, moi j'appelle ça des impatiences. Je sais pas si c'est exactement la même chose, mais c'est le truc qui me faisait le plus souffrir. Ouais, les impatiences, c'est ça. C'est-à-dire, détail? Mais en gros, t'as envie de contracter. Moi, ça faisait les pieds, les jambes, les doigts surtout. Ah, je le ressens là, quand tu l'écris. T'as envie de tout le temps les contracter, t'as envie de tout le temps les bouger et tu bouges tout le temps, mais ça soulage rien en fait. Genre, c'est un truc vraiment ouais, je vois le genre. à l'intérieur du corps, quoi. Et moi, ça, c'est le premier syndrome de manque que je ressens, c'est celui-là. Et dans les plus grosses crises de manque, je me tapais la tête contre les murs. Hein. Vraiment, c'était horrible. Vrai que tu le dis là, gros, je suis en train de gros. Et donc, t'imagines, t'as ça, plus le manque de drogue, plus les sueurs, plus la bouffe, genre en tout général, qui s'accumule. T'as un cocktail. Mais complètement paralysé, devenir incontinent, prendre énormément de poids sur une période très courte. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les effets secondaires des médicaments psychotropes, je vous invite à regarder ma tier list sur le sujet. Sinon, sur le subreddit r/antipsychiatrie, qui est une des plus grandes communautés en ligne autour de l'antipsychiatrie, c'est pas les expériences et les témoignages cauchemardesques qui manquent. C'est connu, les antipsychotiques amoindrissent vos capacités cognitives, et ce, parfois de façon permanente, si vous avez le malheur d'être sous traitement pendant plusieurs années consécutives. J'ai eu de la chance, j'en ai pas pris plus que quelques... Après, high dose, il y a écrit, donc... Oui, mais bon. Tranquille, si c'est des petites doses, les gens, non, je le dis, faut pas que les gens ils paniquent. Hein. C'est vraiment, faut prendre beaucoup de cachetons quand même. Hein. Genre. Arrêté subitement quand je me suis rendu compte que j'étais lentement en train de devenir un zombie. Et pourtant, même après en avoir pris sur une période aussi courte, j'ai mis des années à récupérer pleinement mes capacités cognitives. J'oubliais les mots les plus simples et j'avais du mal à penser conceptuellement pendant hyper longtemps. Il y a un livre assez bien de Joseph Chovanec qui s'appelle Je suis à l'Est et qui retrace un peu son parcours avec la psychiatrie et surtout... Il est trop stylé. C'est lui dont je parle tout le temps, j'ai jamais son Pourquoi nom les autistes, vous avez tous cette DA pull avec chemise en dessous? Ça vous rassure? Moi j'en suis sorti. Non mais toi, je parle de ton toi de l'époque. Je sais pas, pour avoir l'air plus intelligent alors que t'es fou. Je pense que c'est ça la strat. Oui, pour vulgariser le fait que t'es autiste, ouais, je comprends. Ouais, c'est ça, c'est que tu te déguises en moine, comme ça les gens ils te cassent moins les couilles. Ils disent c'est un petit intello bizarre. D'ailleurs, en vrai, même je trouve le fait d'être un mot 2, j'y réfléchissais récemment, je me disais en fait au final quand tu t'habilles énormément, c'est aussi histoire de te distinguer. Alors, regardez, je suis un peu différent. Comme ça, au moins, les gens te cassent moins les couilles dans le fait que c'est un gars chelou. Donc, tu as 2 strates. C'est soit tu te scolarises, et ça, en général, si tu veux réussir à l'université ou dans un taf, tu vois, pour paraître professionnel, tu vois, soit tu deviens plus un hypeux bizarre, parce que comme ça, au moins, les gens disent « Ah, c'est un artiste un petit peu !» Et même s'ils te méprisent, tu vois, c'est parce qu'il y a des gens, ils vont trouver ça stylé. Mais il y a des gens, ils vont juste penser que t'es une merde qui met des pantalons trop larges et des trucs chelous. Mais au moins, ils disent c'est pour ça qu'il est chelou. C'est pour ça qu'il est chelou. Il se prend pas pour nadé, mais au moins il te perçoit déjà un peu. Après, gros, ton histoire de c'est pas de ma faute si j'aime les mauvais. J'adore ça. C'est parce que c'est pour survivre. Je suis accro, c'est un problème. C'est une maladie. Pour survivre. C'est une maladie mentale. C'est pour survivre. Moi, j'ai des beaux vêtements, c'est vraiment parce que je suis autiste. Ah bah écoute, vous êtes psychophobe. Les 300 balles que je mets pas dans le cannabis, je les mets dans les vêtements. Je suis heureux.
Oui, psychophobe. Erreur de diagnostic. En fait, la plupart des médicaments psychotropes ne sont pas en soi particulièrement efficaces. C'est surtout le cas des neuroleptiques. On brime juste entièrement le cerveau, et puisqu'il est complètement lobotomisé, il se calme. Aux yeux des soignants et de la société, il est moins déviant. Pourtant, le patient, lui, souffre encore. Pour les antidépresseurs, c'est plus ou moins pareil. On imagine que le dépressif a une carence en sérotonine, on l'aide à en produire artificiellement plus. Mais c'est pas toujours efficace, encore moins sur le long terme, ou après l'arrêt du traitement une fois que le cerveau s'est bien habitué à travailler avec cette surproduction chimique de sérotonine. Bien entendu, encore une fois, je sais que ces médicaments fonctionnent très bien sur certains, qu'ils se sentent réellement aidés par leur traitement alors que leur maladie les incapacitait complètement. Je connais des gens qui n'ont même pas, ou presque pas, d'effets secondaires dérangeants. Mais cela n'empêche pas qu'on a le droit de parler de la réalité d'autres personnes dont la vie est ruinée par les traitements psychiatriques. Voilà tous les casse-couilles du chat. Non, c'est pas vrai. Non, voilà. C'est faux. Il prend plus. En fait, il est plus nuancé que vous. Moi, c'est pour ça que je lui fais confiance à lui. C'est vous êtes en... non, c'est 10 ans d'études. Vous infantilisez les psychiatres. La psychiatrie, c'est trop bien. C'est trop cool, machin. Alors que lui, il est en mode, il y a ces trucs-là qui se passent mal. Après, je sais, il y a des gens pour qui c'est bien, ça marche bien, etc. Alors que vous êtes en mode, c'est parfait. C'est déjà ce qu'on dit quand on parle de drogue, tu vois. C'est que peu importe la molécule, les gens, tu vois, que ce soit une molécule comme ça, pharmaceutique, ou un truc illégal, voilà, et qui a été qui a été planté, ou même d'ailleurs fait en labo, mais de manière sombre et coupé à on sait pas trop quoi. En fait, vous savez jamais comment vous allez réagir. C'est pour ça, c'est ce qu'on dit tout le temps. Tu vois, on dit le cannabis, ça peut aider des gens. Par exemple, dans des insomnies, dans des dépressions, à être plus sociable, ou moins en fonction des besoins, tu vois. Mais le cannabis a des effets secondaires qui vont jamais être les mêmes d'une personne à l'autre, d'une dose à l'autre, d'une année à l'autre, d'ailleurs, sur la même personne, tu vois. Et ça peut développer de la paranoïa, ça peut être de l'anxiété, de la tachycardie, des troubles de mémoire, tu vois. Donc en fait, c'est pour ça que le problème, et c'est pareil même pour le dopage et tous les tas de trucs, le problème c'est que il y a la molécule et comment notre corps réceptionne la molécule. Et il y a la molécule sur le court terme, la molécule sur le long terme. Donc en fait c'est pareil parce que notre cerveau crée des sortes de défenses, de se dire bon ça, il y a ça qui vient de l'extérieur et qui nous chamboule. Donc il se change, il se transforme. C'est pour ça que dans tous les cas, vous ne pouvez pas dire mais non, arrête de prendre du Xanax à ton ami, en mode parce que moi j'ai pris du cannabis et ça marche super bien pour dormir. Oui, voilà. Ça se trouve, il va prendre du cannabis. Moi, par exemple, prendre le cannabis pour dormir, c'est la pire des choses parce que moi, ça me rend wouhou, genre direct. Donc c'est pour ça. Genre c'est ce qui est vrai pour vous est vrai pour vous. Après, vous pouvez parler de votre expérience, mais pensez toujours à signifier que c'est vrai pour vous. Et inversement, quoi, dire à quelqu'un je veux arrêter de fumer, dire prends du Xanax. Genre, c'est pas forcément un bon conseil, quoi. Globalement, conseiller de faire la même chose avec des drogues aux autres gens, c'est toujours un mauvais exemple. Hein, toujours une mauvaise mais t'inquiète, tu peux prendre ça, moi j'en prends le double. Et les gens désespérés qui cherchent absolument une solution vont tout prendre en même temps. Ce qui est la pire idée. Oui. La psychiatrie, ça ruine bel et bien des vies. Biologistes, neurologues, scientifiques, tous s'accordent sur le fait qu'on est très loin de comprendre comment fonctionne le cerveau. Dans ce cas, comment est-ce qu'on peut avoir la prétention de développer des médicaments psychotropes censés guérir des troubles eux-mêmes sujets à discussion? Et surtout, comment est-ce que c'est possible que ces traitements soient distribués à l'aveugle, parfois sur la seule base d'un QCM? Il faut bien garder en tête que derrière c'est le moment anti-vax. À prescrire systématiquement des médicaments, même lorsque le patient a juste une vie de merde, il y a bien évidemment l'industrie pharmaceutique. Un psychiatre, en soi, ne sait rien faire d'autre qu'écrire des prescriptions. Et s'il ne peut pas vous prescrire quelque chose, il ne voudra pas vous traiter, il vous redirigera vers un thérapeute ou un psychologue. Qui sont, soit dit en passant, encore plus des pseudosciences. Mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus, si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo à part entière sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le but de l'industrie pharmaceutique, bien entendu, c'est avant tout de faire du profit. Ce n'est pas les exemples de scandales de l'industrie pharmaceutique qui manquent, notamment la crise actuelle des opiacés aux États-Unis, qui est directement causée par le labo Purdue Pharma. L'industrie pharmaceutique va démarcher des médecins, financer des études, parfois truquées, ou inventer complètement des concepts, comme cette idée du docteur James Campbell qu'il faudrait penser la douleur comme le 5e signe vital. Évidemment, il était membre de plusieurs comités de docteurs centrés sur le traitement de la douleur et fervent défenseur de l'usage d'oxycontine pour traiter les douleurs chroniques. Tout ça pour dire que le lobbying existe bel et bien et c'est pas complotiste de parler de Big Pharma. Ce sont avant tout des entreprises et la principale vocation d'une entreprise, c'est de faire rentrer de l'argent et pas de soigner des gens. Le labo Eli Lilly, dont j'ai déjà très brièvement parlé dans une série, a notamment été impliqué dans...
serais mort, hein, je crois. Ouais, toi. Mais toi, Vu comment déjà, ils distribuent les rien que ton opiacés. TDA à l'école, t'aurais été sous Ritaline à 2 ans, frère. Ah ouais. 2 ans, t'étais sous Ritaline. Ah ouais. Ah, Ton de cerveau fou. serait pas le même aujourd'hui. Ah oui. Dans pas mal de controverses. Un patient sous Prozac, le médicament antidépresseur le plus vendu par Eli Lilly, a tué 7 personnes sous l'effet du médicament avant de mettre fin à ses jours. Le laboratoire était bien conscient du risque de cet effet secondaire, mais a choisi de les cacher et de soustraire des documents à la justice. Et c'est même pas la première fois. C'est Ça a aussi scandaleux. Il y a un docu sur Netflix qui parle de ça, je l'ai maté, mais je m'endormais devant. Si à cause était du le cas. Xanax. avec Zyprexa, dont il faisait une promotion particulièrement agressive en prescrire pour des indications autres que celles pour lesquelles il avait été autorisé, genre pour la maladie d'Alzheimer par exemple. Alors que c'est surtout un antipsychotique particulièrement puissant, normalement utilisé dans le cadre de schizophrénie ou de troubles bipolaires. Il a d'ailleurs des effets secondaires particulièrement ravageurs, puisqu'il y a un lien direct entre la prise de Zyprexa et le développement du diabète. D'ailleurs, l'agence de sécurité sanitaire française a carrément interdit aux représentants pharmaceutiques d'Eli Lilly de distribuer aux médecins des documents promotionnels sur le médicament Alimta, un médicament pour le cancer, parce que des études cliniques y figurant étaient présentées de manière non objective. Franchement, on pourrait parler des heures d'Eli Lilly, et d'ailleurs, sachez que George Bush, après avoir quitté la CIA, a activement œuvré à l'intérieur du laboratoire, mais vous faites ce que vous voulez de cette information. Donc, Le moment complotiste. les laboratoires pharmaceutiques sont des scammers nés. Ils n'ont aucune honte à mentir ou à dissimuler des informations si ça leur permet de défendre leurs intérêts ou de se faire plus d'argent, c'est un fait. Un des plus grands scams mondiaux, pour moi, c'est cette idée de déséquilibre hormonal quand on parle de la dépression. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette théorie quelque part, voire même que votre psychiatre vous l'a expliqué avant de vous prescrire des antidépresseurs. La dépression s'expliquerait simplement par un déséquilibre hormonal. Votre cerveau ne produit juste pas Et pas par votre taf de merde, le fait que votre copine vous a quitté parce que vous étiez une merde, que vos parents sont insupportables avec vous parce que vous avez passé votre vie à globalement être une petite chiasse à l'école. Non, c'est pas ça. C'est forcément que, petit déséquilibre hormonal. C'est pas League of Legends. assez de sérotonine, c'est comme une carence. Du coup, Trop précis. évidemment, la solution toute trouvée, c'est de vous prescrire des antidépresseurs ISRS pour pallier à vos lacunes en production naturelle de sérotonine. Or, il n'y a aucune étude prouvant que ce serait ce déséquilibre hormonal qui cause la dépression. C'est une théorie purement inventée par les labos pharmaceutiques. Le fétichisme des hormones, encore. Ah oui, mais là, les trans sont en mode. Oui, on a dû se renseigner nous-mêmes sur des centaines de forums. On a lu des avis transmed et anti-transmed pendant des heures. On a regardé chaque putain d'étude. Du coup, maintenant, on se méfie. Voilà, en fait, soyez comme les trans d'ailleurs, en vrai. Les gens qui vont chez les psys. Genre, renseignez-vous avant et dites-lui ce qu'il veut entendre. Voyez, suivez l'exemple. Vous voyez, les gens les plus ciblés, ce qui sont qui vont être le plus facilement victimes de la psychiatrie et qui l'ont été dans le passé, sont ceux qui réfléchissent avant d'agir. Ça va dans le sens de ce que c'est je pas disais pour tout à rien. l'heure. C'est pas pour rien que Foucault est quelqu'un qui a réfléchi là-dessus. Transitionner en gros. Non, après, oui. Pourquoi Vous faites pas. ce que vous voulez, on Si s'en vous branle. en avez ça. envie, Oui. au fond de vous. Petite robe après tout, est-ce que ça vous irait pas si bien? Quand Eli Lilly a lancé le Prozac à la fin des années 70. Le but, c'était déjà, comme pour les psychiatres du 19e siècle, de pointer des causes biologiques à la dépression. Mais c'était surtout de vendre un maximum de Prozac en le présentant comme étant la solution idéale à ce déséquilibre hormonal aux médecins. Ça a plutôt bien marché puisque c'est, encore aujourd'hui, l'un des antidépresseurs les plus prescrits au monde. On se demande si la surprescription d'antidépresseurs ne serait pas contre-productive, voire même nuisible, alors que dans la plupart des cas, il faudrait peut-être d'abord se concentrer sur le contexte social dans lequel évolue le patient, son mode de vie, la qualité de ses relations sociales ou son travail. Est-ce que les antidépresseurs sont vraiment une solution appropriée? Et puisque le déséquilibre hormonal n'explique pas la dépression, est-ce qu'ils sont au moins efficaces? En fait, il y a plein d'études qui tendent à démontrer que les antidépresseurs ISRS ne sont pas si efficaces que ça, et particulièrement sur le long terme. Ils sont presque glorifiés. C'est le premier réflexe des médecins de prescrire des antidépresseurs à un patient anxieux ou déprimé, parce que cette théorie du déséquilibre hormonal est encore particulièrement populaire. Et d'ailleurs, la plupart des médecins y croient encore. Moi, c'est mon avis complotiste sur les molécules. C'est bien au début, tu vois. Il faut faire gaffe de pas prendre ça trop longtemps. Ouais, faut alterner. À peu près tout, hein. Ouais, il faut alterner avec des périodes où tu en prends plus du tout. Ah non, moi je disais alterner entre les molécules. Ah oui, bah ça c'est la stratégie RAS si vous avez trop besoin de molécules. Et moi j'aime bien me dire non, vas-y là c'est bon. Puis tu te garantis l'efficacité. Comme l'alcool, tu bois de temps en temps. Bah tu bois 2 bières, t'es pompette quoi. Alors quand tu bois tous les jours, 2 bières, c'est un starter quoi. Ouais.
C'est pour plus avoir la muqueuse de la veille, quoi. Moi, jamais été alcoolique, je me respecte. Jamais trop kiffé l'alcool, moi. Non, par contre, quand tu bois, frère, c'est une bouteille de whisky, quoi. Justement, je sais que c'est pour ça qu'il faut pas que je boive. Tu microdoses pas, toi. Oui, bah c'est pour ça que je bois pas. Hein. Quoi qu'il en soit, il est aussi difficile de parler d'antipsychiatrie que de parler honnêtement de comment les troubles psychiques peuvent réellement impacter la vie de quelqu'un. J'ai déjà dit avant qu'on me disait souvent que mon discours était dangereux. Récemment, on parle de... Ça me fait rire qu'à la méthagogie, c'est 5 ans, c'est-à-dire mais la dépression, c'est une maladie, il faut prendre des médicaments, c'est bien, ça change. Alors, ça n'a pas changé. Hein. Moi, je trouve pas que ça ait changé. C'est pas parce qu'il y a Slave et nous qui avons ce discours, mais on est trois. Après, il y a des antipsy un peu. Il y en a quelques-uns à gauche depuis longtemps. Et encore une fois, c'est pas pour dire que arrêtez vos traitements, je sais pas. Hein. Genre, nous, on n'est pas médecin. Et ne vous identifiez pas vraiment, et c'est pas pour les insulter, même si bon, ça va s'ajouter à la longueur des choses qu'on dit, mais ne vous identifiez pas à des gens qui ne sont pas de la même classe sociale que vous et qui n'ont du coup pas accès aux mêmes soins que vous. Et qui du coup, quand ils disent « Ah, le psy, c'est super, ça m'a turbo-aidé ». Déjà, ils disent ça dans les podcasts pour se donner une bonne image et parce que le principe des podcasts, c'est ça. Et en plus, je me demande si c'est pas le fait de faire un podcast qui les aide plus que le fait d'être allé chez le psy et de pouvoir dire dans un podcast qu'ils sont allés chez le psy et de pouvoir du coup draguer la podcasteuse au passage parce que green flag d'aller chez le psy. Voilà, ne vous comparez pas à ces gens-là. Du coup, et vous comparez pas non plus aux gens qui disent moi j'ai arrêté les médicaments, moi j'ai pas besoin de médecin, etc. Genre, enfin vraiment quoi, genre suivre une vidéo sur internet qu'elle soit anti-psy ou pro-psychiatrie me paraît être une mauvaise idée quoi. Voilà. Globalement, faites bélec et n'écoutez pas n'importe qui sur internet. Là, on parle de nos expériences à nous quoi. Par contre, quand il s'agit de nous, qu'est-ce que nous on a dit avant? On a dit salut, on est malheureux parce qu'on est pauvre, c'est horrible, on n'en peut plus. Et maintenant on dit salut, on est heureux parce qu'on est plus pauvre. Donc peut-être que se cache un message politique à l'intérieur de cet avis qui a évolué. En tout cas, subez à cette chaîne. Continuez le traitement, s'il vous plaît. J'ai besoin d'une injection de sub. Une train de live niveau 5 minimum, sinon j'ai des insomnies. Ça me donne des sensations encore, ça, pour l'instant. Les gens, c'est vous. Hein, Dany a dit devenez capitaliste, non? Ou alors Dany a dit peut-être que tout le monde devrait avoir les moyens d'exister, quoi. Ouais, bah, et en attendant, devenez capitaliste, quoi. Oui, bah, de toute façon, pas besoin de le devenir, vous l'êtes déjà, hein, vous êtes dans cette sauce. Donc il n'y a pas le salaire à vie, les frérots. De plus en plus de maladies mentales, surtout sur les réseaux sociaux, avec un but à la base assez noble de vouloir déstigmatiser les troubles psychiques. Mais puisque ce débat se concentre essentiellement sur les réseaux sociaux, il faut quand même que tout soit esthétique, il faut faire des belles slides, et au final, tout est aseptisé, on lit toujours les mêmes conseils bidons. Je trouve que c'est parfaitement contre-productif. Au final, ça en devient encore plus difficile de parler honnêtement de ces troubles mentaux, parce que tout ce qu'on veut entendre, c'est les aspects mignons de la maladie, ceux qui font pas tâche sur un feed Instagram. Et bien entendu, ça induit forcément des gens à se reconnaître dans des points bidons à cause d'un biais cognitif que vous connaissez sûrement, et donc à se déclarer malade. Et pendant ce temps, aucun discours réel n'est possible. On ne peut pas parler d'une réalité qui dérange, et en même temps, on peut pas critiquer la psychiatrie. C'est aussi intéressant de remarquer qu'on pousse de plus en plus les gens à aller consulter. Il y a des TikTok qui font des blagues sur le sujet, des slides qui parlent de l'importance de la thérapie. Par contre, personne ne parle des abus de la thérapie et du danger des traitements psychiatriques. On dit aux gens d'aller consulter comme pour se débarrasser d'un fardeau, sans rien savoir de l'efficacité réelle de la consultation. D'ailleurs, surtout aux États-Unis, on commence à faire la promotion d'IA thérapeute. On se débarrasse complètement du problème, on isole complètement les personnes les plus vulnérables de notre société. Je ne dis pas que les gens ont le devoir d'écouter leurs amis parler de leurs problèmes par exemple, mais la notion de communauté, le fait d'être entouré, ou au final la simple discussion humaine non rémunérée et surtout sans échange de pouvoir inégal, c'est parfois bien plus efficace que de s'enfiler du tertian chaque soir. Oh, il t'a clashé! I'm on this picture and I don't like it. C'est terrible! Injonction aveugle. Mais moi, j'ai rigole pas trop, Ilias, rigole pas trop. C'est parce que j'ai tout le reste que je me suis dit bon. Ouais. Ah, j'en ai pris 2. Dirigées vers la psychiatrie sont bien plus dangereuses que les discours antipsychiatriques. La psychiatrie ruine bel et bien des vies. Aujourd'hui encore, j'ai des séquelles des traitements psychotropes que je garderai probablement toute ma vie. Et je suis loin d'être le seul. Je suis sûr que vous avez vous-même eu pas mal d'expériences d'abus de la part du corps psychiatrique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me les raconter en commentaire, ça m'intéresse. Au final, j'ai pas de solution. Et d'ailleurs, je prétends pas pouvoir en proposer. Pourtant, c'est aussi quelque chose qu'on me demande souvent en commentaire. D'accord,
D'accord, tu critiques, mais t'as quoi à proposer? Je pense pas que ça soit mon rôle en tant que survivant de la machine psychiatrique. Je pense pas qu'on ait le droit de dénoncer des abus ou de parler de son expérience uniquement si on propose des solutions. Au contraire, il faut libérer la parole. On a le droit de critiquer la psychiatrie, surtout quand on en a été victime. Et surtout, notre parole vaut quelque chose, même si un médecin nous a un jour inscrit une prétendue folie dans un dossier médical. N'ayez pas peur de parler, restez critique et surtout, restez anti-psychiatrique. Eh mais bravo. Quel BG. Quelle vidéo de fou, hein. Vidéo de trop roi. fort. Vidéo de Seulement roi. 9000 vues, ça? Ça en mérite tellement plus. Oui, vidéo de roi, je suis désolé. Hein. Emoji de gobelin. Ah oui, emoji gobelin. Let's go. Incroyable. Les gens allaient mettre des likes, Non, allaient les mettre gens, des franchement, commentaires, donnez-lui de la force. Sincèrement, déjà, il y a deux trucs que j'ai envie de dire. La première sur la vidéo. Oh, c'est une vidéo comme ça, je crois que je l'ai attendue toute ma vie. Oui, frère. de fou. Vraiment, moi en plus, c'est un sujet. Ça fait vraiment des années hein, que je me dis putain, il n'y a rien autour de ça. Donc, déjà, incroyable vidéo qui va devenir une référence que j'hésiterai pas à spammer. Et deux, pour parler un peu de Slave, qu'on connaît pas très bien pour l'instant. Très bien. Mais quelle résilience, frère. Ah oui, de fou. Être capable de vivre ça, en même temps de tirer ce discours-là et de faire une vidéo aussi forte, tu vois, aussi nuancée, aussi basée, tu vois, et avec un montage en plus, une esthétique. Quelque chose qui change de ce que tu vois d'habitude. Les gens, c'est vraiment, c'est énorme. Hein. Donc, n'hésitez pas, je vais vous filer le lien. Hop, n'hésitez pas à aller faire des commentaires, à remercier. Si vous avez suivi avec nous en plus, ça, il y a quand même que 9000 vues sur la vidéo.